Monsieur Astorg. Attendez, vous avez éteint votre... Merci, Monsieur Guignot. En matière de nombre de lancements par an, je crois que les meilleures années, si on se reporte aux années 90, début des années 2000, c'était à peu près 15 lancements depuis la base de Kourou. Aujourd'hui, on est plutôt dans une zone d'étiage parce que Ariane 5 est en fin de vie. Ariane 6 n'est pas encore arrivé, comme on l'a dit. Donc voilà, on a plutôt 4-5 lancements par an. Avec Ariane 10, on espère retrouver les niveaux d'autrefois, avec des cadences élevées, au-delà de 10. Le contrat Amazon, avec 18 lancements Ariane 6, va aller dans ce sens-là. Il faut savoir qu'Ariane 6 a énormément de prospects. Donc voilà, on est très confiant sur le fait qu'on retrouvera des cadences de lancement élevées pour un nombre de lancements annuels qui est d'environ 100 lancements par an. Il y a évidemment des bonnes années, des mauvaises années. Sur... Pardon, la deuxième question, excusez-moi. C'était sur la concurrence déloyale. Ah oui, la concurrence déloyale, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait Vous devriez préciser cette réunion. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur le sujet? Il faut savoir qu'une résolution de l'ESA a été adoptée en 2021 qui permet de garantir les prix institutionnels pour Ariane 6 et pour Vega C. Donc de définir des prix qui correspondent à juste raisonnable pour des clients publics. Effectivement, SpaceX aujourd'hui pratique des prix d'environ 110, 120 millions de dollars pour des clients publics et la moitié ou le tiers dès qu'ils sont en concurrence sur le marché ouvert. Voilà. Donc on essaye de rééquilibrer les choses côté européen. Ça fait partie des décisions qui ont été prises l'année dernière et lors de cette conférence ministérielle. Donc avoir des prix qui s'appliquent à l'ensemble des clients publics pour soutenir Ariane 6 et Vega C. Si je peux compléter sur le spatial militaire, qui était le dernier point que vous évoquiez dans la question, je pense que le spatial militaire européen n'est certainement pas encore très développé, mais le spatial militaire français est franchement assez en avance, avec un certain nombre de programmes qui ont été des programmes très précurseurs, comme par exemple la surveillance de l'espace, qui se fait depuis le sol et qui maintenant se fera aussi en partie depuis l'espace, et qui donne une capacité d'autonomie stratégique et de compréhension. Alors on est loin d'avoir les capacités américaines, mais c'est un programme qui s'européanise aujourd'hui, essentiellement par le biais de l'Union européenne, mais aussi un peu par le biais de l'ESA, sur la surveillance des géocroiseurs, etc. Donc le spatial militaire, je dirais, il se fait en Europe au niveau national, avec quand même un effort pour faire une complémentarité, en particulier dans le domaine de l'observation de la Terre. Cela fait longtemps que les Français, qui sont précurseurs depuis le satellite Hélios en 1995, développent ce qu'on appelle le besoin opérationnel commun, qui fait que les militaires s'entendent entre eux pour que les systèmes dont ils disposent, plutôt des radars en Allemagne et en Italie, plutôt de l'optique en France, viennent en complémentarité et qu'ils se partagent même les programmations des zones de suivi. Donc oui, il est certain que l'Europe, dans le contexte actuel, aura probablement un gros effort à faire pour développer son spatial militaire. C'est absolument évident. Ça ne peut pas être fait dans le cadre de l'ESA en l'état actuel de la Convention, et ça reste l'agence de l'armement, par exemple, qui était une option, ou d'autres possibilités de coopération bilatérale ou autre, mais c'est certainement dans les pistes de devenir du spatial européen un point extrêmement important, et sur lequel je pense qu'il y a de plus en plus de réflexions. On a créé en France le commandement de l'air et de l'espace, c'est un des exemples, mais on voit aussi l'Allemagne se préoccuper de plus en plus de ces questions, alors qu'elle était quand même, il y a une dizaine d'années, encore assez réticente.